Bonjour et bienvenue sur Insurance Academy. Aujourd'hui, dans la formation, nous allons nous attarder sur une question. Est-ce que l'assurance doit s'attendre à une révolution? Pour répondre à cette question, nous allons tout d'abord, dans un premier temps, regarder quels sont les fondements qui portent une révolution digitale. Quelles sont les caractéristiques principales d'une révolution lorsqu'elle est digitale. Dans un deuxième temps, nous allons voir au niveau de l'assurance si nous retrouvons ces initiatives dans quelques start-up ou autres démarches, soit en Europe, soit à l'étranger. Et dans un troisième temps, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons nous préparer en tant que réseau de distribution via courtier pour tirer profit de cette révolution ou pas qui s'annonce. La digitalisation dans l'assurance. Alors, ça fait longtemps qu'on en parle de la digitalisation dans l'assurance. Je pense que c'est un peu un terme qui est un peu galvaudé ces derniers temps et je pense qu'il ne faudrait plus parler de la digitalisation. La digitalisation, les jeunes générations y baignent, ils sont nés dedans. Rien que de parler de la digitalisation, ça fait déjà un peu has-been. La vraie question, par contre, qu'on va essayer d'aborder, qu'on va aborder, on va essayer de définir aujourd'hui, c'est est-ce que la digitalisation dans l'assurance va apporter une révolution des usages dans l'assurance? Pour aborder ce point, d'abord, il faudrait être un peu clair sur ce que c'est qu'une révolution. Pour illustrer le sujet, on va regarder un peu ce qui s'est passé dans la téléphonie. La téléphonie, pendant plus d'un siècle, a été une succession d'évolutions, depuis le téléphone fixe à cornet ou même peut-être avant le télégraphe, jusqu'au Nokia 3310 ou autre Sony Ericsson de l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 2007, un créateur d'entreprise, on va appeler Steve Jobs, a lancé l'iPhone. L'iPhone était une évolution du téléphone avec un écran tactile et des applications. Et par cette petite évolution technologique, ou grande évolution technologique, que s'est-il passé? Il s'est vraiment passé une révolution. On va essayer de pointer cette révolution suivant trois axes. Le premier, c'est des nouveaux usages. L'iPhone a apporté des nouveaux usages, c'est-à-dire que maintenant avec les smartphones, on a tout à disposition. On peut consulter son compte en banque, on peut envoyer des emails, on peut discuter avec plein de personnes, on peut aller sur Internet et ainsi de suite. Donc, nouveaux usages. Nouveau standard. Quel est le nouveau standard vraiment impératif qu'a apporté le smartphone? C'est l'immédiateté. On veut tout avoir tout de suite. Donc ça, c'est vraiment un nouveau standard qui est l'immédiateté. Il y a ne fût-ce que 10 ans, le mail, on le regardait le soir et on répondait pour le lendemain et on espérait avoir une réponse dans les 3 jours. Actuellement, avec l'émergence des plateformes de communication online, c'est vraiment du temps réel. Troisième point, c'est un nouveau business model. L'émergence des applications sur les smartphones a créé vraiment un nouveau marché avec des nouvelles sources de revenus, une nouvelle façon de consommer et une nouvelle façon donc de créer un circuit économique là-dessus. Dans la suite de cette formation, nous allons vraiment essayer de voir si dans l'assurance, il y a des initiatives en Belgique ou ailleurs qui sont porteurs de ces 3 caractéristiques. Nouveaux usages, nouveaux standards et nouveaux business models. Voilà, je vous ai parlé donc de la téléphonie. Y a-t-il d'autres secteurs dans lesquels on a assisté à une révolution liée au digital? On va citer rapidement la musique. La musique, c'est vrai que depuis l'émergence des plateformes de streaming, on ne consomme plus du tout la musique comme avant. Il suffit d'en parler à un graveur de CD qui achète encore aujourd'hui des CD-ROM. C'est quoi les nouveaux standards et les nouveaux usages qu'on a développés dans la musique? Nouveaux usages, c'est pouvoir consommer la musique dès qu'elle est sortie. Les nouveaux standards, c'est de pouvoir la consommer n'importe où depuis son smartphone. Et le nouveau business model, il est clair que des plateformes comme Spotify, Deezer et autres ont introduit un nouveau business model. On va encore citer le cinéma, par exemple, où on voit que Netflix, la VOD, a vraiment introduit une révolution. Ces 2 révolutions-là ont été possibles grâce à la digitalisation. Un autre secteur qui est fort impacté par la digitalisation, c'est aussi tout ce qui est commerce. Je vous propose, pour un peu plus illustrer ce point-là, de nous pencher pendant 2-3 minutes sur le cas Amazon. Parlons donc un peu d'Amazon. Tout le monde connaît Amazon. Amazon est né il y a, on va dire, une bonne dizaine d'années, au départ libraire. Et puis maintenant, depuis 4-5 ans, on voit vraiment que leurs revenus, leur chiffre d'affaires explose. Et essayons de décoder un peu qu'est-ce qu'ils ont imposé comme nouveaux usages, nouveaux standards ou nouveaux business models. Dans un premier temps, on va dire que le nouveau usage, c'est quoi? C'est chaque client peut avoir accès à des milliers ou peut-être même des millions d'articles
Et tout ça au bout du doigt et au bout de la souris, et ceci 24 heures sur 24. C'est quelque chose de quand même assez révolutionnaire à la base. Nouveau standard, c'est Amazon a introduit quand même tout le système de notation, de conseils online et autres, qui permettent justement à l'utilisateur de faire un choix éclairé, de pouvoir poser des questions et d'avoir des réponses. C'est quelque chose qui, évidemment, qui vient suppléer, on va dire, le conseil physique dans les magasins traditionnels. Et troisième point, bien entendu, émergence d'un nouveau business model. Amazon a inventé, on va dire, bon, il y en a d'autres, mais on pourrait dire que c'est l'exemple parfait de la marketplace, donc d'être un espèce de grossiste pour des petits distributeurs qui trouvent, grâce à Amazon, une plateforme pour montrer leurs produits. Donc voilà, je serais tenté de dire qu'Amazon est vraiment porteur aussi d'une révolution. Cette révolution met la pression sur les acteurs traditionnels qui commencent à réagir, qui réagissent depuis un petit temps quand même, puisque maintenant, tout magasin propose une expérience online avec un retrait, une livraison et autres. Donc on voit que ça a eu vraiment un impact sur tout l'écosystème de la distribution des biens, même mondial. Alors, au niveau de l'assurance, est-ce qu'il y a déjà des initiatives qui sont porteurs de ces impacts ou pas? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Tout d'abord, en Belgique, il y a quelques initiatives. Il y a de plus en plus d'assurances qui peuvent être visibles online, qui peuvent peut-être même être souscrites. On a des systèmes de gestion de sinistres online qui sont mis en place. Est-ce que pour autant ce sont des nouveaux standards, des nouveaux usages et un nouveau business model? Je serais tenté de dire qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans une évolution, une amélioration des process existants, mais la façon réelle de consommer l'assurance n'a pas vraiment changé. Bon, peut-être que ça va venir dans les mois ou dans les années qui viennent. La révolution digitale, depuis quelques années, est surtout portée par des startups. Alors, on a vu beaucoup de startups qui ont disrupté certains marchés, Airbnb ou autres, pour tout ce qui est, on va dire, voyage ou biens de consommation. Depuis maintenant 5 ans, on voit des startups qu'on appelle des fintech qui révolutionnent le monde bancaire. Les plus connus, Revolut par exemple, qui révolutionne la façon dont on consomme les produits bancaires. Et depuis maintenant 3-4 ans, on voit l'émergence quand même de ce qu'on appelle des insurtech, c'est-à-dire des startups dont l'objectif est d'améliorer, voire de disrupter ou de révolutionner le marché de l'assurance. On voit que depuis 2018, il y a une accélération du financement de ces insurtech et le trend, quand on le voit sur début 2019, n'est pas prêt de s'arrêter. Donc tout ça nous fait penser qu'il y a sans doute quelque chose qui est en train de se passer. On va examiner maintenant un ou deux exemples pour voir, OK, ces nouvelles startups ou ces nouvelles initiatives en assurance, est-ce qu'elles sont porteuses de nouveaux usages, de nouveaux standards et d'un nouveau business model. Nous allons donc aborder Lemonade. Lemonade est une start-up qui s'est créée maintenant, qui a commencé ses activités en septembre 2016, située tout d'abord dans l'État de New York, et Lemonade avait comme ambition de révolutionner un peu la façon dont on distribue de l'assurance. Alors, quel est leur concept? Que propose-t-il aux consommateurs, aux futurs assurés? Assez simple en fait dans la démarche. Lemonade dit, venez vous assurer chez nous. Nous, en tant qu'assureurs, nous allons prendre que 20% de la prime que vous nous payez. Les 80% qui restent seront totalement dédiés au paiement des sinistres. Et si les sinistres sont inférieurs à ces 80%-là, tout le complément pour atteindre les 80% sera versé une fois par an à une œuvre de charité que vous, consommateurs, que vous, assurés, vous choisissez. Avec cette approche-là, évidemment, est associée toute une approche digitale, c'est-à-dire que la souscription d'assurance se fait via smartphone très rapidement et tout se fait de façon digitale. Donc, frais de distribution diminués au maximum. Alors, derrière cette initiative qui pouvait paraître assez angélique, assez disruptive, est-ce que le succès est au rendez-vous? Force est de constater qu'après 3 ans, ils sont toujours là. Ils se sont capitalisés plusieurs fois et ils projettent de faire une introduction en bourse bientôt pour aller relever encore 500 millions de dollars, ce qui n'est quand même pas neutre. Et après 3 ans, où en sont-ils en termes de succès commercial? Ils ont pris, disent-ils, 10% du marché. Ils sont passés de l'État de New York, ils se sont étendus à 40 États au niveau des États-Unis. Depuis maintenant 6 mois, ils sont présents en Europe, essentiellement en Allemagne. Et ils ont des chiffres qui, en tout cas en termes de progression et de croissance, qui pourraient faire pâlir plus d'un assureur traditionnel en Europe. Alors,
Si on s'aborde sur les nouveaux usages, nouveaux standards ou nouveaux business models, essayons de voir un peu sur les monnaies de ce qu'ils proposent. Alors, les nouveaux usages, c'est clair qu'une souscription à un nouveau contrat d'assurance en 90 secondes, tout depuis un chatbot sur un smartphone, c'est assez nouveaux usages. Nous avons aussi au niveau du standard, nouveau standard, c'est vraiment un règlement de sinistre qui se fait de manière extrêmement rapide. Ils ont le record du monde du traitement du sinistre. Je pense qu'il est fixé à 2,7 secondes entre le moment où le sinistre a été accepté via smartphone et le moment où l'argent a été crédité sur le compte de l'assuré, parce que tout ça est géré par des robots. Et au niveau de business model, bien entendu, leur approche qui est de dire on ne prend que 20% de la prime et on s'engage à ce que les 80% qui restent soient totalement dédiés au sinistre et le complément, ce qui n'est pas consommé par les sinistres totalement investi dans les œuvres de charité. Évidemment, c'est un élément totalement disruptif à ce niveau aussi et qui leur sert aussi au niveau marketing parce qu'une fois par an, ils ont ce qu'ils appellent le Give Back Day où ils annoncent le montant qu'ils peuvent distribuer. Je pense que sur les 3 dernières années, ils ont distribué plus ou moins $1 million à une bonne petite centaine d'associations. Alors, ce qui est important de voir, c'est derrière toute cette couche, on va dire, marketing, croissance et autres, quelle est la mécanique sous-jacente à un assureur comme Lemonade. Abordons selon 4 axes la mécanique interne à Lemonade. Tout d'abord, Lemonade est une compagnie digitale qui fait de l'assurance et pas une compagnie d'assurance qui fait du digital. Ça change totalement la perspective. C'est-à-dire que Lemonade ne va pas se lancer sur un marché si elle n'est pas sûre, si Lemonade n'est pas sûre de pouvoir digitaliser l'entièreté de la chaîne de valeur. C'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'ils sont sûrs de pouvoir traiter leur dossier de façon très fluide, d'acquérir, d'être très agile aussi en termes de marketing et d'acquérir beaucoup de données. Et on sait que pour un assureur, c'est fondamental d'avoir beaucoup de données. Le deuxième point, c'est qu'ils choisissent les secteurs sur lesquels ils viennent. Les assureurs traditionnels ont une approche plutôt généraliste. Ici, ils sont dans une logique de cherry picker, c'est-à-dire qu'ils prennent la cerise sur le gâteau. Et le problème que ça peut laisser aux autres assureurs, c'est de leur laisser justement tout sauf la cerise sur le gâteau. Le troisième point, c'est qu'ils ont une structure de coûts assez différente. Je crois qu'à l'heure actuelle, Lemonade a plus ou moins 200 membres du personnel. Et quand on compare la structure de coûts en interne, ces 200 personnes doivent vivre avec les 20% de la prime. Et ces 200 personnes ne sont pas dédiées à la gestion ou à la distribution physique. Ces 200 personnes sont essentiellement attribuées pour des actions de croissance et des actions marketing via digital ou du customer success. Quand on compare ça à un assureur traditionnel qui a des coûts assez importants en interne, mais qui sont dans la plupart du temps et en grosse majorité dédiés à la gestion soit des sinistres, soit de la souscription, et des coûts de distribution qui sont liés à la distribution d'assurance. Il faut voir que dans un assureur traditionnel, quelle est la partie des coûts internes qui est vraiment dédiée à 100% à la gestion de la croissance. Elle peut être un peu plus faible quand même que Lemonade. Quatrième point qui est assez déterminant, c'est que Lemonade existe depuis 3 ans. Je pense qu'ils sont en perte depuis 3 ans. Il y a un mandat des actionnaires qui est de dire ce n'est pas grave, on va financer, vous pouvez être en perte. L'essentiel, c'est de gagner des parts de marché et d'être scalable, c'est-à-dire d'arriver à multiplier votre business model à travers tous les pays sans pour autant multiplier les coûts de façon proportionnelle. Donc il y a une acceptation de la perte dans l'espoir d'un revenu plus important dans le futur. Et notamment, je l'ai déjà dit, mais Lemonade vient de se lancer en Europe. On verra évidemment si tout ce modèle-là permet à Lemonade de devenir rentable à un moment donné. Mais avons-nous en Europe quelques initiatives qui amènent une révolution? On va essayer d'en voir 2. La première, WeFox. WeFox est une start-up créée il y a 3 ans, je pense, Allemagne-Autriche, qui s'est financée qui a fait une augmentation de capital de 128 millions d'euros en mars 2019, donc c'est quand même pas neutre. Ils viennent avec une approche un peu différente, c'est-à-dire qu'eux se positionnent un peu comme courtiers digital généraux et fédèrent donc ils fournissent un écosystème digital à tout courtier, mais qui sont plutôt considérés comme des sous-agents. Donc ils disent aux courtiers, vous inquiétez pas, on va s'occuper de tout le back-office de votre bureau,
Votre rôle, c'est d'aller voir les clients, ramenez-nous des nouveaux clients, et nous, derrière, avec notre puissance digitale, on va permettre de gérer ça correctement. Autre InsurTech en Europe, une InsurTech française, Covert, sur un autre domaine qui est l'assurance des smartphones, une assurance digitale online qui prévoit aussi de la protection, de la prévention, qui impose des nouveaux usages en termes de rapidité, des nouveaux standards en termes d'accompagnement de l'assureur dans tout ce qui est prévention près d'un smartphone quand l'un est en réparation, check-up et autres. Et évidemment, un nouveau business model puisqu'on peut prendre l'assurance au mois et avec une grosse flexibilité. Voilà, donc à travers ces différents exemples que je viens de citer, je pense qu'on peut commencer à penser que l'assurance s'apprête à être un peu révolutionnée ou peut-être fortement révolutionnée. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que ça n'est pas souhaitable? Chacun a son avis là-dessus. Par contre, si on s'adresse à la distribution d'assurance, et c'est, je pense, le point central, c'est de voir comment est-ce que demain l'assurance va être distribuée et consommée par l'assuré. Et il est peut-être intéressant de se poser la question de quelle est la distribution d'assurance idéale. Pour aborder ce point, on a pris l'optique de d'abord voir ce qu'un assureur, une compagnie d'assurance attend d'une distribution d'assurance efficace. Dans un deuxième temps, de voir ce qu'un assuré attend aussi d'une distribution efficace. On va essayer de voir le courtage, comment est-ce qu'il se positionne par rapport aux attentes, soit de la compagnie d'assurance, soit du client, et de voir comment est-ce qu'on pourrait alors améliorer les points qui pourraient être faibles. Alors, si on s'adresse sur la compagnie d'assurance, une compagnie d'assurance attend quoi principalement de sa distribution? Alors, clairement, c'est subjectif les termes que je vais mettre, j'en citer 4. Il y en a certainement d'autres, mais voilà, c'est le focus que j'ai décidé de donner par rapport à ça. D'abord, il y a toute une problématique d'accès aux clients et de sélection de risques. Une compagnie d'assurance s'attend à ce que son courtier, à son distributeur, sélectionne les risques et lui donne accès aux différents clients. Ensuite, il y a toute une phase de marketing digital. On vit dans un monde digital, donc il est clair que la renommée digitale du distributeur est fondamentale. Mais à côté de ça, il ne faut certainement pas oublier la distribution ou la renommée ou le marketing relationnel, qui est beaucoup plus physique. Le marché de l'assurance étant un marché de confiance, il est très important d'avoir une distribution qui inspire confiance. Et je pense que les assureurs sont vraiment attentifs à ça. Le dernier point, et certainement pas le plus petit, c'est de favoriser une distribution qui rend les processus les plus fluides possibles et les processus les plus rapides et qui s'intègrent le mieux dans les systèmes de chacun. Donc ça, c'est les besoins au niveau de la compagnie d'assurance. Si on voit les besoins au niveau du client, le client, l'assuré, on va aussi en citer 4 pour être honnête, enfin quoi, pour être équivalent à ce qu'on demande aux assureurs. Premier point, c'est l'accessibilité et la rapidité du traitement. Deuxième point, c'est un bon rapport qualité-prix. Le troisième point, ce serait d'avoir confiance dans le distributeur et d'avoir un conseil. Je pense que la notion de confiance et de conseil sont juste fondamentaux. Et le dernier point, tout comme par exemple Amazon, c'est d'avoir accès à un choix et de savoir qu'à un moment donné, on lui propose une assurance parmi d'autres pour que cette assurance soit celle qui convienne le mieux à l'assuré. Alors, comment se positionne le courtage par rapport à ces 4 souhaits de la compagnie et ces 4 souhaits, on va dire, de l'assuré? D'abord, partons sur ce qui est très très positif pour le courtage et qui sont un peu des avantages exclusifs. Il est clair que le relationnel de la distribution d'assurance, le courtage est très très bien positionné à ce niveau-là. Il est clair aussi qu'au niveau du client, proposer un choix, avoir une capacité de conseil, avoir une façon de défendre le rapport qualité-prix sont autant de points qui favorisent et qui rendent la distribution par courtage difficilement concurrenciable là-dessus. Alors, si on s'adresse aux points qui pourraient poser un peu de soucis, c'est clair que je pense que le marketing digital est un point d'attention, l'efficacité des processus est un deuxième point d'attention et voilà, je pense que c'est les 2 points faibles à l'heure actuelle de la distribution via courtage, qui peuvent être réglés de diverses manières.
Et en termes de besoins clients, c'est peut-être l'accessibilité 24 heures sur 24, l'immédiateté et autres, pour autant que ce soit de besoins clients. Par contre, si le courtier demain agit sur ces 3 points, je pense qu'il va devenir le canal incontournable de distribution de l'assurance de demain. Donc, la digitalisation est porteur certainement de menaces. On le voit, hein, c'est clair qu'un modèle de distribution comme les monnaies n'est pas tout à fait compatible avec un modèle de distribution via courtage. Mais il ne faut pas oublier que la technologie devient de plus en plus accessible, n'est plus vraiment un problème en termes d'accès. Et par contre, on rentre dans une nouvelle ère où la technologie va permettre aux différents courtiers de se hisser à un niveau digital qui va permettre, à mon avis, de régler ces 3 points-là. Tant en termes de marketing digital, demain, imaginons 400 courtiers ou 500 ou 1000 courtiers en Belgique qui sont forts au niveau marketing digital, ça va supplanter tout marketing digital centralisé, hein, ne fût-ce que par les algorithmes de localisation que Google propose de favoriser de plus en plus dans les moteurs de recherche. Au niveau des processus de gestion, une harmonisation et on voit de plus en plus d'initiatives pour aider les courtiers et les compagnies à, malgré le fait que le courtier doit dialoguer avec différentes compagnies, essayer de maximiser les processus pour chacun, pour que ce soit le plus fluide et que le courtier soit le plus armé possible pour donner le bon conseil à son client. Et en termes d'accessibilité pour le client, c'est clair qu'avec l'émergence des nouvelles technologies, il y a de plus en plus de moyens de communication, de plus en plus de façons aussi de déléguer peut-être la communication ou le support client à certains outils qui vont aider le courtier à ce niveau-là. Par contre, les avantages exclusifs du courtier, que sont le choix, le conseil et autres, ceux-là seront très durs à acquérir pour les autres canaux de distribution. Donc je pense fondamentalement que le courtage est l'avenir de la distribution de demain, pour autant que le courtier ou le courtage en général décide d'agir sur ces 3 points-là. Et je le répète encore une fois, avec l'émergence des nouvelles technologies, les web services et autres, je pense que c'est le moment d'agir. Et donc si j'avais un conseil à donner, c'est courtier, essayez, testez, apprenez. Et je pense que l'avenir sera tout à fait profitable pour vous.